Les militants d'Amnesty du Gers, aidés récemment par ceux de la Haute-Garonne, sont présents depuis plusieurs années au festival Jazz in Marcillac. Ils interpellent les festivaliers sur le non-respect des droits de l'homme dans le monde. Cette année, le 29 juillet, plus de 1000 t-shirts ont été distribués aux bénévoles du festival et aux commerçants de Marcillac. Alors ces t-shirts-là, on les distribue aux bénévoles du festival. C'est-à-dire les bénévoles de Jazz in Marcillac, ils sont, j'ai compris qu'ils étaient 855. Donc nous, on essaye de couvrir la journée de demain. Je pense qu'ils seront à peu près 600. Et le reste des t-shirts sur les 1000 qu'on a fait, ils sont sur tous les commerces de la place de Marcillac. Ils porteront le t-shirt et nous, c'est ce qui nous importe, en fait, c'est la visibilité d'Amnesty. Après, à nous de travailler pour leur expliquer ce que c'est qu'Amnesty. Et vous portez le t-shirt aujourd'hui, pourquoi? Eh ben, pour soutenir cette organisation. Ça me paraît être un bon relais vis-à-vis des festivaliers et puis des gens de passage, de porter des messages qui ont du sens. Le groupe du Gers a été vraiment invité officiellement il y a 32 ou 3 ans par M. Guillaumont. Voilà. Monsieur Guillaumont. Qui est toujours l'actuel président du festival et le maire de Marcillac et qui est très sympathisant. C'est vrai que nous avons souhaité que toutes les ONG, toutes les associations, je vais dire, qui occupent une place importante dans notre société, puissent se retrouver à Marcillac. J'ai souvent dit que la musique de jazz à laquelle je suis très attaché, n'était qu'un aimable prétexte pour permettre, je vais dire, à nos contemporains, dans un cadre qui est un cadre un cadre de proximité, qu'ils puissent échanger, qu'ils puissent faire le point sur les grands problèmes de notre temps. Des animations de rue et une table ronde ont été organisées sur le thème « L'exil n'est pas un crime ». On demande aux personnes donc, de bien vouloir participer, en leur demandant donc si elles étaient en situation d'être expulsées, donc de devoir partir en exil, forcé, quel est l'objet qu'elles emmèneraient ces personnes avec elles. Donc, et quelles ont été les réponses? Un moment de réflexion. Ensuite, donc, elles notent cette réponse sur un petit papier. Ce petit papier, donc, avec ce petit papier, on constitue une lettre. Et cette lettre fait partie de la phrase « L'exil n'est pas un crime ». Voilà. Alors les réponses, c'est donc réponse comme disait mon épouse, c'est pour les hommes c'est souvent un couteau suisse parce qu'effectivement on utilise, il y a beaucoup d'utilisations possibles. Après il y a des choses immatérielles, la liberté, la confiance, la solidarité, voilà. L'exil n'est pas un crime. Parce que quand on voit comment on les refoule, comment on leur nie toute existence, comment aujourd'hui on va les arrêter, comment ils ne peuvent pas porter plainte, aujourd'hui ils sont traités pire que des criminels. Je suis née en 68, je n'ai eu un passeport libanais qu'en 95. C'était très long, c'est très très long. Et les années passées pour avoir ce droit ont été très dures. L'humiliation que j'ai subie dans mon propre pays dépasse de loin ce que j'ai pu subir ici. Vous sentiez-vous criminel? Oui, oui, tout le temps. J'ai un rapport très bizarre avec, ça vient aussi de nos pays, le rapport avec la police et l'autorité. J'ai peur parce que c'est des endroits où on rentre, on peut ne plus sortir. Cet exil intérieur, et ça là tous les Chinois sont témoins et le disent volontiers, est beaucoup plus douloureuse que l'exil à l'étranger. Donc par exemple, si vous êtes migrant et que vous allez travailler à Pékin ou à Shanghai ou à Canton, vous n'avez pas droit à un logement, vous n'avez pas droit à une carte de séjour de 10 ans, vous avez des cartes temporaires. Vous pouvez être expulsé, vous ne pouvez pas mettre vos enfants dans les écoles de Pékin, Shanghai, Canton, etc., etc. Et lorsque vous êtes expulsé, ça peut être très très violent. C'est du jour au lendemain, on va vous cueillir, on vous met dans un wagon, un bestiau, et vous êtes renvoyé avec quelques coups de matraque, etc. Et donc quand ils arrivent en France, malgré toutes les difficultés, ils disent, bon, évidemment là encore pas tous, mais beaucoup disent, il n'est pas question que je rentre en Chine, quelles que soient les difficultés que je rencontre ici, parce que ici, si je suis malade et que je vais à l'hôpital, on me soigne d'abord. Et en 1993, j'ai vu dans les premiers affrontements interethniques qu'il y avait au Burundi toute
une population importante fuir vers la Tanzanie. Ils étaient admis dans des camps de réfugiés en Tanzanie qui étaient gérés par le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est une organisation intergouvernementale dépendant des Nations Unies, etc. Bon, pour leur sauvegarde, hein, en fait. Bon. Toutes les libertés fondamentales, toutes, absolument toutes, pour lesquelles se bat Amnesty International, étaient interdites à ces gens. Ces gens n'étaient pas des hommes, des individus, c'était des sous-hommes, des sous-individus. Pas le droit de travailler, pas la moindre liberté d'association, pas la moindre liberté de presse, pas le droit de sortir du camp sans une autorisation spécifique qui était extrêmement difficile d'avoir. Toutes les libertés de base hein, étaient totalement interdites. Et ces gens-là, donc moi je les ai filmés en 2003, et bien ce que je peux vous dire c'est que nous sommes en 2013 et ils y sont toujours. Et exactement dans la même situation. Et je pense qu'il faut bien comprendre à quel point le fait de partir est un déchirement profond. Et pour moi, ça s'est cumulé avec le fait que beaucoup de mes amis de lycée, de début de fac ont disparu. En Argentine, on parle de 30 000 disparus. Et la culpabilité que je porte d'être partie est telle que depuis 40 ans, je ne suis jamais retournée. Je suis issu d'une famille espagnole qui, bon, immigration économique, 58, une Espagne écrasée par Franco avec on gagne très peu. Donc c'est des gens qui partent, mes parents partent, viennent en France où il y a le boom des 30 glorieuses. Et puis bon, effectivement, moi j'étais naturalisé à l'âge de 12 ans. Donc voilà, j'ai pas eu de difficultés. Évidemment, je suis un produit de la laïcité ou de la République. Voilà, donc, mais j'ai toujours au cœur de m'intéresser aux gens qui souffrent, aux gens qui partent, aux exilés. Donc, et c'est comme ça qu'est né Gibraltar. Gibraltar, donc un peu entre deux mondes, parce que je crois qu'on a besoin de se tendre la main. Pour rebondir un peu sur le titre que vous avez choisi, je pense qu'il est important de rappeler qu'aujourd'hui, en France, dans les centres de rétention administrative, en prenant la métropole plus l'outre-mer, il y a presque 60 000 personnes par an qui sont enfermées, sans le moindre respect des droits fondamentaux, particulièrement à Mayotte où des enfants sont enfermés. Et je pense que c'est important de replacer le sujet en France, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, les gens peuvent être enfermés jusqu'à 45 jours. Et voilà, ça c'est la réalité en France et c'est important de le rappeler et de s'en souvenir. Alors il y a un texte, je ne sais plus le numéro, qui dit que les demandeurs d'asile doivent être logés, doivent être hébergés, nourris et vêtus. Or, dans toutes les régions de France, il y a des demandeurs d'asile qui couchent dehors. Dans le mois de juin dernier, qui a été particulièrement humide, dans ma région, il y a eu des enfants en bas âge, des femmes enceintes qui ont dormi dehors. Et les préfectures répondent on ne peut pas loger ces gens. Or, c'est la loi. Il y a ces camps qui sont vraiment irrespectueux parce qu'on les place, on ne sait pas s'ils peuvent rester, s'ils vont repartir, etc. Et du coup, il y a une grande délinquance. La question qui se pose pour nous, elle est à deux niveaux. Premièrement, c'est qu'effectivement, les gens doivent pouvoir vivre dignement. Si à partir du moment où les gens ne peuvent pas travailler, ils ne touchent pas de subventions et qu'ils sont dans des contextes très précaires, c'est la porte ouverte justement au développement de tous les trafics et c'est jeter aussi les personnes qui sont dans la précarité, mais ça c'est aussi la même chose dans les cités, dans les villages, partout. Quand les gens sont dans la précarité, ils essayent, ils font ce qu'ils peuvent. Donc d'une part, il y a ça, c'est de voir comment on peut faire pour que les personnes vivent dignement. Et le deuxième aspect, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'on ne doit pas faire l'amalgame. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans un camp, il va y avoir effectivement des trafiquants ou des réseaux qui vont s'installer, qu'on doit dire que toutes les personnes qui sont dans ce camp font partie des réseaux et qu'on doit les expulser ou qu'on doit... Et c'est là aussi une des grandes normes du droit international, c'est que chaque cas doit être examiné individuellement. Ce que vous dites, c'est-à-dire cette nécessité d'expliquer comment se restructure ou continue à se déstructurer une société dans un camp, ça demande une pédagogie. Or, une pédagogie, ça demande du temps. Or, on est dans un temps de l'immédiateté. Et pour le coup, voilà, ça passe, quoi. Un génocide vaut une étape du Tour de France et puis Cahuzac, et puis le train qui déraille, etc. Et plus rien ne fait sens et plus rien n'est hiérarchisé. Donc, cette pédagogie-là,
faut trouver le temps et le moment. Enfin, c'est la question de la médiation. Hein. Et la montée des extrémismes n'est pas forcément en lien partout en Europe avec la crise économique. Par exemple, quand on voit ce qui se passe en Allemagne, quand on voit ce qui se passe aux Pays-Bas ou en Autriche, et les pays scandinaves, avec une montée des extrémismes et du racisme et de la violence envers les étrangers très très forte, on ne peut pas parler de crise économique. Il y a une chose qui me semble permanente quand on étudie l'histoire de l'humanité, contrairement à ce que nous nous disons, ce qui complique les choses, ce ne sont pas nécessairement les États, ce sont les peuples. Partout dans le monde, les peuples trouvent que leurs États sont laxistes. Même quand il y a des lois plus restrictives, les peuples sont encore ceux qui estiment que l'État ne fait pas assez pour empêcher l'arrivée des autres. Ce qui fait d'ailleurs que l'une des faiblesses de l'État pour appliquer les lois, c'est aussi la démocratie. Revenir sur cette notion de démocratie, parce qu'effectivement, on n'aurait jamais eu la peine de mort abolie en France, ni dans aucun pays. Le courage politique. Voilà. Et donc, effectivement, la démocratie, c'est se faire élire. Mais le courage politique et les gens qui nous gouvernent doivent aussi avoir une conscience de la mission qui leur est incombée. Parce que s'ils ne font pas d'éducation, s'ils cessaient de... s'ils faisaient de l'éducation, s'ils cessaient de rentrer dans ces discours, on pourrait faire changer les choses. Et c'est leur rôle. Quel droit faut-il adapter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit, Geneviève, de votre point de vue, est-ce qu'il y a tous les outils aujourd'hui? Bon, Amnesty, c'est bien sûr un poste d'observateur à l'ONU, etc. Donc là, il y a une contribution à l'élaboration du droit pour Amnesty. Est-ce qu'il y a des priorités juridiques aujourd'hui en termes de protection des réfugiés ou des exilés? Au niveau du droit, il existe déjà tout. Ce qu'il faut, c'est comme d'habitude appliquer. La difficulté, c'est qu'on n'applique pas. Et le drame, et c'est là où on est par rapport à cette notion l'exil n'est pas un crime, c'est qu'aujourd'hui, on considère que quelqu'un qui n'a pas des papiers qui lui permettent de résider de façon régulière dans un territoire, et puis on estime qu'il n'a plus de droits. Or ça, c'est le fondement même. Qu'on ait des papiers, qu'on soit en situation régulière ou irrégulière sur un territoire, on a des droits et ils doivent être respectés. Et si déjà ça s'était fait, ce serait un énorme pas en avant. Ensuite, le deuxième problème que l'on voit, c'est la construction des barrières. Partout, on voit construire des murs. On parle beaucoup entre le Mexique et les États-Unis. Je parlais tout à l'heure d'Israël et du Sinaï. On parle là entre la Turquie et la Grèce. Partout, on dresse des murs. Et partout où on dresse des murs, qu'est-ce que l'on fait? On permet de développer les réseaux de passeurs et la traite. Est-ce qu'il y a un lieu, est-ce qu'il y a un pays, est-ce qu'il y a un endroit qui est exemplaire en matière d'accueil de réfugiés? Un pays confronté à ce problème? Aujourd'hui, il n'y a pas de pays exemplaire. En tout cas, moi, je n'en connais pas, sinon je donnerai l'adresse. Un mot pour conclure. Il me semble qu'il y a deux choses qui permettent de recadrer aussi la question de l'exil, parce qu'on peut parler de l'exil qui peut exister chez nous, mais dans d'autres pays aussi. Il y a un exil qui était extrêmement bien signifié l'autre jour par le magazine Challenge, qui n'est pas connu pour être gauchiste, mais où on apprenait que les riches, bien sûr, sont de plus en plus riches, mais surtout que les plus riches sont de plus en plus vite riches. Et je trouve que là, il y a une forme d'ostracisme qui crée au sein même des pays où tout le monde a la même nationalité, qui crée des exils intérieurs épouvantables qui ont à voir avec le partage. Ça s'appelle le partage. Et puis pour conclure, parce que c'est ma devise depuis que je l'ai découvert il y a quand même quelques années, maintenant quelques dizaines d'années, il y avait un type qui s'appelait Schopenhauer, Arthur de son prénom, préexistentialiste, il détestait les femmes, autre forme d'exil, il adorait les caniches, au point qu'il faisait empailler ses propres caniches. C'était un peu dingo le mec, mais il a bien pensé avec son cynisme le rapport au monde, et je pense que cette phrase vaut pour tous les exilés, que cette phrase vaut pour toutes les situations dans lesquelles on est embarrassé, elle vaut pour Amnesty aussi, et pour le combat qui est engagé par Amnesty. Elle est simple, c'est « Vous n'avez aucune chance, mais saisissez-la ». Merci.